On y va? Ouais, let's go. T'as vu la dernière vidéo de Bastille? Ouais, Simon, t'es toujours en light mode? Putain, ce serait peut-être temps d'évoluer, là, de passer au dark, hein, parce que là, franchement, ça jure. Hein. Ah, moi j'aime bien, c'est propre, c'est lumineux. J'aime bien Light Mode. Ouais, enfin, c'est surtout une lampe torche dans ta tronche, hein, excuse-moi, mais... Ah, toi, t'es heureux avec ton écran Dark Theme, tu vois rien avec un peu de soleil. Je pense à trop regarder des films de hacker, hein, t'es matrixé. Oui, enfin, moi, à la fin de la journée, il me reste de la batterie, hein, et puis je suis pas sans cesse à demander à mes collègues un chargeur toutes les 5 minutes. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse nos recherches, qu'on voit un peu c'est quoi les avantages et les inconvénients de mode, et puis on verra qui a raison. Ok, bah, ça me semble une bonne idée. Bah, on pourrait en faire un talk, t'en penses quoi? Ça va intéresser les gens, tu crois? Bah, je sais pas, on peut essayer. Et chaud. Bonjour, et bienvenue. On va commencer. De ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir un peu un tour d'horizon du mode sombre, un peu plein de choses différentes. On va voir pourquoi on fait un mode sombre, c'est quoi les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui est le plus efficace. Ensuite, petit exercice, on essaiera de concevoir un mode sombre à partir d'un site en thème clair. Et enfin, on verra comment définir un langage commun entre designers et développeurs afin de fluidifier l'implémentation du thème sombre. Depuis quand ça existe le mode sombre? Eh bien, ça existe depuis la création des premiers PC. Hein. Ici, je vous ai mis le Personal Computer d'IBM, donc ancêtre de nos PC modernes. Et donc, bah, son écran, il est noir, hein, il est sombre. Et à l'époque, c'est pas par choix, hein, c'est par limitation technique. On est sur des écrans à tube cathodique. Et donc, comment ça marche? Bah, on vient piloter en entrée un courant électrique, on vient bombarder d'électrons un écran phosphorescent. Et le phosphore contenu dans l'écran, il réagit à l'électricité et il va émettre de la lumière. C'est comme ça que ça marche. Et donc la dalle verte qu'on voit par-dessus, à l'époque, c'est ce qui coûte le moins cher à produire. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'écrans avec du texte vert sur fond noir. Alors on est très loin des écrans 4K à 16 millions de couleurs, mais à l'époque, voilà, le dark mode, c'est la norme, et faute d'autre chose, personne ne songe à s'en plaindre. C'est vraiment l'évolution du matériel hein, qui fait qu'on va voir apparaître sur le marché un certain nombre de nouveaux écrans colorés en mode clair. Si bien que bah, les écrans noirs, on ne va plus en voir sur le marché. Hein. Et ça, c'est en partie dû à un nouveau style graphique des interfaces qu'on appelle le skeuomorphisme. Alors là, on a fait un petit bond dans le temps. Hein. On est sur les icônes de Windows XP, mais pour vous expliquer ce que c'est que le skeuomorphisme, à l'époque, les constructeurs d'ordinateurs pensent que leurs machines doivent imiter les gestes et les objets du travail. Et donc on se voit créer des dossiers pour trier des fichiers, on envoie des courriers électroniques, on utilise des corbeilles virtuelles hein, pour trier notre bureau, et on se connecte au monde entier à travers des fenêtres sur Internet. Donc c'est ça le skeuomorphisme, c'est le fait d'imiter le physique, le monde réel, pour créer des interfaces, des produits digitaux. Et ça a cet avantage, ce genre d'interface-là, qu'on comprend comment ça fonctionne en arrivant dessus. Hein. On n'a pas besoin de mode d'emploi. C'est ce qu'on appelle l'affordance. Et outre l'affordance, c'est plutôt ludique et chaleureux à utiliser. Et ça a fait ses preuves hein, jusqu'à la création des premiers smartphones, des premières applis mobiles. On avait ce style graphique-là. Et du coup, là, je vous ai mis un exemple, l'appli iBooks ici. À l'époque, cette appli, on choisissait un livre sur une bibliothèque virtuelle. Et donc, dans le même principe, les constructeurs, les fabricants de logiciels estiment qu'il faut imiter le visuel du papier pour les interfaces de saisie, hein, donc comme du Word, etc. Et notamment pour lire du texte sur un écran. Alors, c'est pas parce que le light mode est devenu très populaire pendant une dizaine d'années, plusieurs dizaines d'années même, qu'il a éradiqué le dark mode pour autant. Au contraire, aujourd'hui, le dark mode refait surface, hein, il est de retour sur le devant de la scène et est proposé au même titre que le light theme comme une option de personnalisation. Hein, on laisse le choix à l'utilisateur. Et donc on assiste comme ça, même certaines interfaces proposent un dark mode par défaut. Je pense notamment aux applications de streaming comme Netflix, etc., ou des applis ou des sites web de marques de luxe, voilà, pour cet aspect un peu premium. Donc on assiste comme ça au cours du temps à une bataille, si je puis dire, entre le dark et le light, si bien qu'en tant qu'utilisateur, on préfère un mode plutôt que l'autre.
Donc en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je vais choisir comme thème? Alors effectivement, ça va être une question de préférence. Ici, on va essayer de voir un peu les avantages un peu objectifs des deux modes. Je fais bizarre. Donc pour ça, on va s'intéresser à une première étude qui a été faite par des chercheurs en 2013. Ils ont étudié l'impact du mode, donc sombre ou light, sur la lisibilité. Donc ils ont pris 165 participants, ils ont réparti en deux groupes. Un groupe a lu des textes en noir sur blanc et l'autre en blanc sur noir. Chaque participant a lu 40 textes de 250 mots. Et leur but, c'était de trouver les erreurs dans le texte. Donc il y avait 14 erreurs par texte. Ça pouvait être des erreurs de typo, des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, ce genre de choses. Et ils avaient 50 secondes par texte pour trouver les erreurs. Les premiers résultats sont les suivants. Donc on peut regarder les barres qui sont à gauche là. Plus une barre est haute, plus la qualité de détection des erreurs des participants était bonne. Il y a 4 groupes de 2 parce qu'ils ont fait l'expérience avec différentes tailles de caractères. Donc on a 8, 10, 12 et 14 de font size. Les barres grises, c'est le light theme et les barres noires, c'est le dark theme. Bon, bah déjà, ce qu'on voit, c'est que les participants ont bien mieux détecté les erreurs en light theme qu'en dark theme, et aussi que la différence entre les deux barres rétrécit au fur et à mesure que la taille des caractères augmente. Donc, dit autrement, si la taille des caractères est grande, qu'on soit en light theme ou dark theme, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si la taille des caractères est petite, il y a quand même un net avantage du light theme. Je vous ai dit qu'ils avaient 50 secondes pour lire chaque texte. En fait, 50 secondes, ce n'est pas assez pour lire 250 mots. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut mesurer jusqu'où les participants sont allés, vu qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Donc on a compté combien de mots ils avaient lus. Et donc là, ça, c'est les barres représentent le nombre de mots lus. Donc en light theme, on est à peu près à 110, 115 mots lus, quelle que soit la taille des caractères. Par contre, en dark theme, on a une progression en fonction de la taille des caractères. Et dernière chose, à la fin de l'étude, ils ont fait remplir un petit questionnaire aux participants en leur demandant ce qu'ils avaient ressenti pendant l'expérience. Donc, est-ce qu'ils avaient eu du mal à se concentrer sur les mots? Est-ce qu'ils avaient eu du mal à sauter d'une ligne à l'autre? Est-ce qu'il y avait du flou? Est-ce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait des réflexions écran, ce genre de choses? On ne va pas aller dans le détail du tableau, mais ce qui est intéressant et ce qui est principalement visible dans le rectangle vert, c'est que les deux groupes ont donné des réponses similaires. Donc 1, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de difficultés, et 4, qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Et donc, vous voyez que les chiffres des deux colonnes sont à peu près pareils. Donc conclusion, les participants qui ont lu en dark theme ont eu des moins bons résultats, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Le même groupe a fait une deuxième étude la même année. Cette fois-ci, ils ont regardé l'impact de l'âge. Donc toujours à peu près le même nombre de participants, cette fois-ci deux groupes, un groupe population jeune de 18 à 33 ans et un groupe de 60 à 85 ans. Et cette fois-ci, ils devaient détecter dans quel sens était tournée une forme. Donc vous voyez la sorte de C là, le but c'est de dire si le trou du C était à droite, à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Alors forcément c'est facile, mais c'est un peu comme chez l'ophtalmo quand il faut lire des lettres sur le mur. Si la forme elle est petite, elle est loin, elle est floue, ça passe vite, bah, on n'y arrive pas forcément. Et du coup c'est un test d'acuité visuelle. Les barres à gauche, du coup, les deux barres de gauche, c'est la population jeune. Les deux barres de droite, c'est la population âgée, toujours light theme et dark theme. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est que les jeunes particulièrement ont eu des résultats bien meilleurs en light theme pour l'acuité visuelle. Avec le même groupe de personnes, ils ont fait aussi un test de lecture et de compréhension d'erreur. Et là, on voit que les résultats sont plus serrés. La raison, c'est qu'un test de lecture, c'est un processus cognitif complexe. Faut réussir à lire les caractères, puis après, il faut comprendre le sens de la phrase, trouver les erreurs, etc. Et du coup, le poids de l'acuité visuelle dans ce processus est assez faible, tandis que juste avant, où il fallait détecter, il fallait trouver dans quel sens était tournée la forme, on est sur de l'acuité visuelle pure, et du coup, la population jeune va avoir un plus gros avantage. Et enfin, une autre étude de 2016, cette fois-ci, ils ont ajouté un paramètre, c'est la luminosité ambiante. Donc maintenant, on a dark theme, light theme, pièce sombre, pièce éclairée. Ça fait 4 configurations possibles. Le jeu, cette fois-ci, c'était de voir si une chaîne de caractères formait un mot. Donc au tableau, ils affichaient A-R-B-E, ça c'est un mot, arbre. Puis après, ils affichaient D-F-G-H-I, ça c'est pas un mot. Donc comme tout à l'heure, c'est facile, mais si ça va vite, si c'est un peu flouté, etc., on n'y arrive pas forcément. Donc chaque participant a dû faire ça 400 fois. Et voici les résultats. Donc il y a beaucoup de barres parce qu'on a dit qu'il y avait 4 configurations et en plus ils ont testé avec 2 tailles de caractères différentes. Donc nous on va s'intéresser aux 4 barres à gauche. Donc c'est pour les tailles de caractères les plus petites. En orange c'est le thème clair, en gris c'est le thème sombre. La lune c'est dans une pièce où il fait noir et le soleil c'est dans une pièce éclairée comme ici. Bon, on voit qu'il y a 3 barres qui font à peu près la même taille, c'est surtout celle-là qui est plus grande. Et la taille de la barre, c'est le temps de réponse moyen. Donc plus la barre est grande, moins c'est bien.
Et donc, ce qui ressort ici, c'est que les pires conditions possibles, c'était de lire un texte sombre dans le noir, ce qui n'est pas très intuitif. Ok, donc on apprend plein de choses. Moi, je ne pensais pas que le light theme était plus lisible et plus accessible que le dark theme, mais j'avais toujours cette idée reçue comme quoi le dark theme reposait les yeux ou genre de croyance. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé aux effets à long terme, moi, côté dark theme. Et donc, il y a une étude qui parle de ça. Hein, c'est 3 chercheurs sur Nature. Ils ont publié leurs résultats sur l'évolution de l'œil quand on lit en mode clair ou quand on lit en mode sombre. Donc voilà, sur une certaine durée. Et ils ont remarqué que ça faisait varier l'épaisseur d'une partie de l'œil, donc qui s'appelle la choroïde. Donc c'est la partie rouge autour de la rétine. La rétine, c'est la partie jaune ici. Et on la voit, la choroïde en plan de coupe ici. Donc ça, c'est l'épaisseur, la partie jaune, là, c'est l'épaisseur normale de la choroïde. Ce qu'ils savaient, ces chercheurs-là, au début de leur étude, c'était qu'une faible choroïde, donc une faible épaisseur de choroïde, pouvait entraîner la myopie. Voilà. Donc, au cours de l'étude, ils ont remarqué que la lecture en mode sombre épaississait cette choroïde, donc c'est le on qui est ici, donc là ça va. Par contre, en light theme, eh bien, on a une diminution de moins 16 micromètres, ce qui est énorme pour la taille de l'œil. Et donc ça peut potentiellement entraîner la myopie. Autre étude dans le même style, pour les personnes atteintes de cataracte. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, à droite on a un œil avec la cataracte, donc ça se situe au niveau du cristallin. Et donc c'est le cristallin qui va venir s'opacifier, hein, il va y avoir un voile qui passe sur tout le tour. Et donc ça en fait ça fait comporter l'œil comme un dioptre en fait. Donc petit cours d'optique. Si la lumière ne focalise pas sur la rétine et est réfractée juste avant, eh ben, on a une image floue. Donc les personnes atteintes de cataracte voient plutôt flou. Et donc l'étude dit que plus il y a de lumière qui va rentrer dans l'œil, plus l'image va être distordue. Et au contraire, plus l'image va être sombre, enfin moins il y aura de lumière qui rentre, comme par exemple quand on lit sur un écran en dark mode, eh bien là l'image va être plus nette. Et donc on a un résultat, hein, les personnes atteintes de cataracte lisent 50% de fois plus vite en thème sombre. Tout ça pour vous dire que, alors il y a d'autres études qui parlent des problèmes de la vision, des troubles de la vision, notamment je pense aux daltoniens. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ne pas avoir de dark mode dans vos applications va discriminer une partie de la population. Voilà, donc on est sur de l'accessibilité. Côté matériel, maintenant, pour le dark mode, il y a un mythe qui dit que le mode clair est plus énergivore que le dark mode. Alors c'était un argument marketing à un moment donné. Et donc, il y a un gars qui s'est intéressé à ça, hein, c'est PhoneBuff sur YouTube. Il a pris 2 smartphones, un en dark, un en light. Il a un bras mécanique qui vient simuler des touches et il vient réaliser les mêmes actions à gauche et à droite pendant une certaine durée. Donc, on a la même configuration du téléphone au niveau de la luminosité, du volume, de l'utilisation du Wi-Fi, etc. Et il se rend compte qu'à la fin, il n'en restera qu'un d'allumé. Et c'est le dark mode. Alors, au cours de l'expérience, hein, il utilise Google Maps, il envoie des SMS, ce genre de choses. Et donc, là, je vous ai mis l'évolution de la batterie au cours du temps, des 2 téléphones. Donc, au début, on est à 100%, et au bout de 7 heures, le light mode dégringole, et on a une différence de 30%, ce qui est assez énorme. Alors, il faut savoir que là, on est vraiment dans un cas très à la marge, hein, parce qu'en réalité, la luminosité du téléphone est plutôt adaptée à votre environnement. On l'utilise pas forcément au maximum. Donc on a un écart moins élevé entre le light et le dark. De plus, quand vous allez regarder une vidéo, par exemple, que ce soit en light ou en dark, vous allez avoir la même consommation de batterie. Et en général, quand vous êtes en dark mode sur votre téléphone nativement, hein, dans les paramètres, eh bien, toutes vos applis ne sont pas forcément en dark mode. Et voilà, l'écart est moindre. Fun fact, quand vous avez un écran en dark mode, hein, les pixels ne sont pas forcément noirs, hein, ils ne sont pas forcément éteints purs. On peut avoir un background, par exemple, d'une application en dark mode gris foncé, et on a quand même des économies d'énergie. Bon, après, donc, de là à en faire un argument marketing, je ne sais pas. Par contre, sur une grande flotte d'applis, on a des gains significatifs. Autre chose que je voudrais vous montrer, en dark mode, moi, quand j'étais développeur, j'étais convaincu que je codais mieux avec ce genre d'interface-là en dark mode. Et donc, on retrouve en fait beaucoup d'IDE. Hein, par défaut, l'expérience est en dark.
Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ce serait plus lisible, plus facile à utiliser? Surtout que ce que nous a expliqué Simon c'est tout à l'heure, c'était que un texte en light mode est plus lisible et accessible. Alors c'est vrai pour un texte quand on va lire de gauche à droite et de haut en bas. Par contre, là, on n'est pas dans le même use case, hein, on est en train de coder, donc on a besoin, notre œil va faire un coup ça, un coup ça, un coup là, il va faire des allers-retours à différents endroits dans le code, et là, on a besoin d'une hiérarchisation de l'information, de différencier les éléments les uns des autres, et ça va se faire par la différence de couleur entre le background et la coloration syntaxique. Et donc là, les contrastes, hein, donc la différence de couleur est plus intense et plus facile à différencier qu'à gauche. Hein, là, le jaune sur fond blanc, ça passe moins bien que le jaune ici sur fond noir. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres types d'interfaces, notamment des dashboards avec des indicateurs colorés. Là, tout de suite, on voit les couleurs vives qui nous rentrent dans les yeux, et donc du coup, on différencie un peu mieux les éléments. Ou ce genre d'interface-là, où là, c'est encore plus pétant, hein, c'est encore plus contrasté. On a un noir pur en background et des couleurs très saturées. Donc voilà, pour du trading, c'est parfait pour voir les différents statuts, les niveaux critiques, etc. Donc on a vu que les deux modes avaient leurs avantages. Donc, à la question quel mode est-ce que je devrais faire sur mon application, la réponse sera toujours la même, c'est il faut faire les deux et il faut laisser le choix à l'utilisateur. Ceci dit, supposons que je sois designer et qu'il y a un product manager qui vient me voir et qui me dit écoute, cette année on a le budget pour faire un thème, peut-être qu'on fera l'autre l'année prochaine, qu'est-ce que tu me conseilles pour mon projet, pour mon produit? Donc moi je dirais qu'il y a 3 caractéristiques qu'on peut regarder. Le premier c'est le thème de l'app, parce que c'est une app de streaming vidéo, de lecture de news, etc. Dans quel environnement va être utilisée l'app, intérieur, extérieur, jour, nuit, et quels sont les individus à la fin qui vont utiliser l'app, donc quels vont être leur âge, des handicaps ou des préférences personnelles, ce genre de choses. Alors évidemment, on voit qu'il y a des caractéristiques sur lesquelles on va avoir plus de contrôle que d'autres. Donc typiquement, le thème de l'app, ça on le connaît. L'environnement, en général, on ne sait pas trop. Et l'utilisateur final, encore moins. On va quand même se prêter au jeu et on va voir quelques cas d'utilisation. Et si nous, on dirait qu'il faudrait faire un thème sombre, un thème clair. Supposons qu'on va faire une app pour, je sais pas, acheter des billets de train, par exemple. Je peux acheter des billets de train, je peux montrer mon billet de train au contrôleur, je peux regarder si mon train est du retard, qu'est-ce que tu ferais, Antoine, plutôt un thème clair ou un thème sombre? Moi, je ferais bien un thème sombre, hein. C'est plus moderne, on veut redorer l'image d'une société. Je pense que ça claque mieux en dark mode. Alors effectivement, on peut faire un dark theme, hein, c'est joli. Mais là, on pourrait, dans le cas où je suis sur le quai de la gare, j'ai mon téléphone en light mode, du coup en pleine journée, j'ai le soleil qui tape dedans et j'ai ma luminosité qui n'est pas au max. Donc là, ce qui risque de se passer, c'est que quand j'essaie de voir quel wagon je dois monter, je peux ne pas faire grand-chose parce que dark mode en place light, c'est pas hyper adapté. Donc là, typiquement, sur le cas de la SNCF, on est dans une app où on n'a aucun contrôle sur l'environnement. Ça peut vraiment être utilisé dans n'importe quelle situation, jour, nuit, dans le train, dans mon lit, etc. Et la population est aussi extrêmement large. Donc, je dirais que le mieux, c'est de faire un light theme parce que c'est ce qui va être le plus versatile. Alors, deuxième cas d'usage, ici on est à la Fête des Lumières à Lyon. Donc si vous ne connaissez pas, c'est super, hein, c'est en décembre. L'environnement ici, ça se passe la nuit et on va avoir des illuminations sur les bâtiments avec des jeux de lumière, de la musique, etc. Et donc ça se passe exclusivement la nuit, hein, c'est sur plusieurs nuits. Et donc là, l'environnement, l'utilisateur est sombre. Et pour éviter de casser cette immersion, on va peut-être plutôt proposer une appli mobile en dark mode. Si on veut faire une app pour lire des news, donc des articles, donc là c'est une app où l'utilisateur, son action principale sur l'app, ça va être de lire des trucs. Là je pense que c'est super important d'avoir les deux modes parce que c'est typiquement le genre de cas d'utilisation où si l'utilisateur il n'a pas son mode de prédilection, son expérience utilisateur va être vraiment dégradée. Si vraiment par contre on devait en choisir qu'un, je dirais que c'est le light mode qui est le plus logique vu que comme on l'a vu avant, ça offre en moyenne un meilleur confort et une meilleure performance de lecture. Imaginons dans ce cas 4 qu'on veuille développer un outil pour les développeurs. Donc ce serait une interface pour faire du versionning, visuellement. On se pose la question de l'environnement du développeur. Il est rarement au bord de la mer avec le soleil qui tape sur l'ordi. Il est en général plutôt dans un environnement clos, dans le sombre, en train de coder. J'exagère un peu, mais environnement clos. Et il utilise principalement un IDE, dans la majorité des cas, qui est en dark mode.
Et donc pour éviter une fatigue oculaire, hein, donc un switch entre des écrans clairs et des écrans sombres, et son écran d'IDE par exemple, on va essayer de développer des applis en mode sombre plutôt, donc là le dark mode est plus adapté, voilà, pour éviter cette fatigue. On est content, on a vu que le dark mode c'était cool, maintenant on a envie d'en faire un. Donc pour ça, on a pris le site de la ville de Lyon. Donc on a pris la page d'accueil. Je n'ai pas trouvé de dark mode, donc on s'est dit qu'on allait essayer. Donc en théorie c'est simple, hein. On a des couleurs, là, des codes hexa dans le code, et puis du coup il faut trouver d'autres codes hexa à mettre pour le dark mode, et puis voilà, on a un dark mode. Toute la difficulté étant évidemment de trouver quelle couleur on va mettre. Donc on peut essayer ça, on peut essayer d'inverser les couleurs, donc le noir ça devient du blanc, le blanc ça devient du noir, le bleu, je ne sais pas trop, du coup je laisse. Et puis après quand même je fais des efforts, quoi. Si c'est écrit en bleu sur noir et qu'on voit rien, je mets du blanc. Et donc ça donne ça. Donc c'est pas terrible. Donc on va essayer d'itérer dessus pour améliorer ça. Le premier axe sur lequel on peut jouer, c'est la profondeur des éléments. Ça marche le micro? Il faut que tu le mettes plus proche de... Ok, parce que j'ai l'impression qu'il y a un mot sur deux qui ne passe pas. Ok. Donc le premier axe sur lequel on va jouer, c'est la profondeur des éléments. Donc un écran de téléphone, par exemple, vous pas échappé, c'est plat. Et pourtant, des fois, on a l'impression qu'il y a des éléments qui sont plus hauts que d'autres. Donc une manière de simuler la profondeur sur une interface, ça va être, par exemple, en light mode, de jouer avec l'ombre portée. Plus l'ombre portée est forte, plus on a l'impression que l'élément est haut, et inversement. En dark mode, on ne met pas d'ombre portée. Du coup, pour simuler cette profondeur, on va éclaircir les couleurs. Donc par exemple, un gris, plus il va être clair, plus on a l'impression qu'il est haut, et plus il va être sombre inversement. Donc là, l'animation que vous voyez là, elle est tirée du site de Material Design. Et on va essayer, du coup, avec leur site, d'aller chercher des gris pour notre application. Donc ils ont une approche très pragmatique de l'histoire. Ils nous disent de prendre un carré noir et d'au-dessus de mettre un carré blanc transparent et puis de jouer avec la transparence du carré blanc pour créer des gris. Donc par exemple, ils disent pour un gris qui a 0 d'élévation, vous ne mettez pas d'opacité, 0% d'opacité au blanc. Et pour un gris qui a 24 d'élévation, pour un élément qui a 24 d'élévation, vous mettez 16% d'opacité et ça fait le gris le plus clair. Puis entre les deux, il y a toute une palette de gris. On va essayer de faire ça. Donc on va prendre des gris. Donc par exemple là en bas, j'ai décidé que ça c'était mon background, donc il était à 0 d'opacité. Ici le header au-dessus, il y a un peu plus haut, donc on va mettre un autre gris. Et puis sur le header, il y a des éléments comme les tables là, donc on va encore prendre un autre gris et ça donne ça. Donc là on a un dark theme qui est rigoureux en termes de profondeur des éléments. Ça c'est une bonne base. Mais on se dit que ça peut encore être amélioré, c'est pas hyper joli. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est choisir les bonnes couleurs. Les couleurs porteuses d'une information. Donc là, je parle du violet à droite et à gauche. Et donc on voit que si on choisit des couleurs trop sombres, hein, donc sombre sur sombre, on va avoir du mal à lire, hein, on va pisser les yeux, on va pas comprendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre des couleurs plus lumineuses, un peu pastel comme ça. Et donc comme on fait, intuitivement, moi je vais prendre mon color picker, je vais l'ouvrir, je vais partir de ma couleur de base en light theme et je vais la déplacer mon curseur vers du blanc, hein, comme ceci. Et voilà, je vais choper le code hexadécimal, je vais le claquer dans le code. Il y a une approche qui est plus rigoureuse et plus mathématique, c'est de définir les couleurs d'une autre manière que le code hexadécimal. On va utiliser le système HSL, donc Hue Saturation Lightness, teinte, saturation et luminosité. Et donc c'est ce paramètre-là, la luminosité, qui va nous intéresser. Donc là, je change mon paramètre, je mets en HSL et j'ai les 3 paramètres à faire varier. Et donc ma luminosité, elle va de 0 à 100. Donc 0 c'est le noir, 100 c'est le blanc. Et donc on va faire ça pour nos couleurs sur notre site web. Donc je prends les 3 couleurs de base que j'ai en light theme, le bleu, le vert et le rouge. Je vais augmenter leur lightness, je vais les mettre par exemple à 55. Hein. Alors 55 c'est plus haut que ça, et puis je les ai mis les 3 au même niveau, voilà, pour garder une cohérence dans la lightness. Et donc si je vous montre un avant-après, donc là ça va clignoter, après, avant, après. Donc on voit, on différencie mieux les éléments les uns des autres, c'est plus contrasté. Alors je vous parle de contraste depuis un petit moment déjà. Qu'est-ce que c'est que le contraste ?
eh bien, c'est quelque chose qu'il faut respecter en termes d'accessibilité. Aujourd'hui, en Europe, il faut respecter la norme WCAG-AA qui va calculer un ratio de contraste pour les couleurs, hein. Et donc le contraste, c'est quoi? C'est la différence de couleur entre une couleur de background et une couleur d'aplat, donc par exemple quelque chose qu'on met par-dessus, comme du texte. Et donc il faut qu'elle soit supérieure à 4,5, 4.5 2.1, voilà. Et on est accessible à A. Donc on peut aller encore plus loin, on peut aller au triple A, mais bon, nous, on s'intéresse déjà à A, ça sera déjà pas mal. Et donc c'est ce qu'on a fait pour nos couleurs, hein, notamment nos gris, nos 3 niveaux de gris. Et donc pour notre gris plus clair, on voit que notre bleu qui vient par-dessus est accessible parce qu'on est à 4,72, on est supérieur à 4,5. Alors là, on a juste rajouté une image en plus en SVG pour qu'on puisse bien voir les couleurs. C'est pour la suite du talk. On pourra modifier les couleurs en SVG. Ouais, SVG. Dernier point sur lequel on va jouer, c'est qu'on va essayer de teinter nos gris. Donc ici, on a les 3 gris qu'on a récupérés tout à l'heure sur le site de Material Design, qui sont utilisés dans notre application. Et ces gris, ils sont totalement neutres. C'est-à-dire que si je prends les gris sur une échelle du blanc au noir, ils sont entre les deux. Donc un gris, si je lui mets 0 de luminosité, c'est du noir. Si je mets 100, c'est du blanc. Et puis entre deux, c'est des gris qui n'ont aucune teinte. Donc si je le décompose en HSL, ça fait 0, 0 et là 15 celui-là. Pour teinter mes gris, déjà, il va falloir que je choisisse vers quelle couleur teinter. Donc moi là, j'ai choisi de les teinter vers le bleu du site, donc la couleur principale de l'application. Donc pour faire ça, je prends mon bleu et je le décompose aussi en HSL et je regarde sa teinte, sa hue. Donc là, en l'occurrence, mon bleu, sa teinte, c'est 194. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai pris il n'y a pas à réfléchir plutôt, j'ai pris la valeur et j'ai mise là. Donc là, j'ai un gris qui va être teinté de cette couleur-là. Et après, ce qu'il faut faire, c'est teinter plus ou moins. Donc pour ça, c'est la saturation. Donc je vais augmenter la saturation pour essayer de teinter mon gris vers cette couleur. Donc là, pour la saturation, il y a une formule magique. Il faut tester des valeurs et puis voir ce qui rend bien. Donc là, par exemple, j'ai mis 20. Et on va faire ça pour les 3 gris. Donc pour mes 3 gris, je prends le gris, je lui remplace sa teinte par la teinte du bleu. Et ensuite, je joue avec la saturation pour que ça teinte plus ou moins en fonction de ce qui rend bien. Et donc si j'applique ça sur mon site, donc là on a encore le avant-après, on a voilà, des gris qui sont plus neutres et donc on a quelque chose de beaucoup plus frais, de plus moderne. On peut s'amuser à faire quelques avant-après, si ça veut bien. Voilà. Donc à gauche, on avait l'approche naïve et à droite, du coup, le résultat. Et on peut aussi regarder le site original et le dark theme. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on met ça en œuvre techniquement? Comment est-ce qu'on va l'implémenter au niveau de notre code? Alors, on pense qu'on va faire ça bien, hein, on ne va pas faire ça comme un sagouin, si je puis dire, on ne va pas mettre directement le code hexadécimal au niveau des composants en dur. Non, nous, on aimerait variabiliser, hein, factoriser nos couleurs. Donc là, j'ai sur mon light theme, j'ai du bleu, du blanc, du rouge, cocorico. Et je vais leur donner un nom, et donc ce nom-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc il faudrait trouver un nom pour ces couleurs, et notamment pouvoir le mapper avec 2 palettes évolutives, donc avec un switch en light et en dark. Donc là, mon switch, ça représenterait sur l'interface le switch dark mode, quoi. Du coup, première approche, je vais leur donner un nom sympa. Mon bleu, je vais l'appeler Azur. Mon rouge, je vais l'appeler Cherry. Hein, j'aime bien donner des petits noms comme ça à mes couleurs. White, on pourrait l'appeler Coconut. Bon, on va pas aller jusque-là. Mais on voit que ça marche bien. Hein, si on passe en dark, l'azur, il devient foncé. Le rouge, on ne le voit pas très bien, mais il est normalement plus clair. Par contre, pour mon white, hein, qui est sur mon texte et sur mes tabs, là, ça ne marche pas très bien. Alors, ça marche pour ce texte ici qui reste blanc. Par contre, l'appeler white pour quelque chose qui est azuré, gris teinté, ça ne va pas. Donc là, ensuite, il est cassé. Donc on se demande comment faire ça, hein, comment bien nommer nos couleurs. C'est ce qu'on va faire avec une méthodologie de handoff, donc pour transférer nos assets de design au développement, qu'on appelle design token. Donc, je vais d'abord vous parler des avantages de cette méthodologie-là. Elle permet certes, premièrement,
de gérer nos couleurs, hein, notre dark light, mais aussi si vous avez d'autres thèmes, je sais pas, un thème en fonction des saisons de l'année, hein, si vous avez un thème Halloween, un thème Noël par exemple, ça peut changer les couleurs. Mais aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est la responsivité. Donc si vous avez plusieurs tailles d'écran, vous allez pouvoir gérer les espacements, les tailles. La cohérence entre vos différentes applis, hein, donc si vous avez un thème principal et des thèmes qui dévient, une dépendance entre vos applis, si vous avez une appli en marque blanche et des produits pour différents clients qui en dépendent. Ça permet d'avoir une seule source de vérité pour le design et le développement, et donc d'éviter les erreurs en termes d'implémentation. Et en fait, au global, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est les promesses des design tokens. Et donc, comment ça marche? Pour comprendre ce que c'est, je vais d'abord vous parler d'une notion qui est l'atomic design. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites déjà peut-être en tant que développeur. C'est le fait de construire des éléments, d'implémenter des éléments basiques et de construire des choses de plus en plus complexes à partir de ces éléments-là. Donc on va partir d'atomes, on a des composants comme des inputs, des labels ou des boutons. Et avec ça, je vais par exemple construire un groupe de boutons de plus en plus complexe, et ainsi de suite, jusqu'à créer, là j'ai créé un formulaire avec un groupe de boutons, un groupe de champs et un groupe de texte. Donc ça, jusqu'à créer vos pages, vos écrans de plus en plus complexes. Et les design tokens, eux, ils s'inscrivent dans ce schéma-là. Ils viennent juste avant. Ce sont vos ions, ce sont les composés de vos composants. Et donc si je prends par exemple 3 définitions, j'en ai pris une sur Internet chez Wikipédia, chez SAP, j'ai même demandé à ChatGPT. Là, je vous ai fait un petit travail de factorisation, d'highlighting. Donc, en gros, c'est des variables, c'est des choses qu'on va venir stocker, stored pieces of UI information. Donc, des propriétés de style comme des couleurs, c'est ce qui nous intéresse, des typographies, des spacing, des sizing. Donc, les briques de base, tout ça pour garder une cohérence virtuelle, une unique source de vérité dans une identité visuelle. Donc, exemple, j'ai pris un bouton et un token de ce bouton, un design token, ça pourrait être par exemple la couleur de background que j'ai appelé pin 400. Donc, c'est ça mon token qui vient stocker mon code hexadécimal. Et donc, côté code, j'ai la propriété des styles background qui vient faire appel à une variable qui est stockée soit plus haut dans le fichier, soit dans un autre fichier. Et donc, ça, on peut l'appliquer en théorie pour différentes propriétés de style du bouton, notamment les fontes, border radius, le border, la gap, l'espacement entre les éléments, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les couleurs. Donc, si je reprends mon premier exemple, là, on a essayé d'appliquer en fait un token qui s'appelle white directement sur mon interface, sur mes éléments, donc sur le tab et sur le titre. Sauf que ça ne marche pas en dark mode. On se rappelle que ça devient azuré foncé. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est créer un deuxième niveau de token. Donc, on a 2 niveaux de token. On a le white ici et on a 2 autres qui viennent dépendre de ce white que j'ai appelé tab background. Voilà. Et lui, je l'ai appelé header text on the home page. Bon, on verra plus tard après pour le nommage. Mais le fait de faire ça, ah oui, donc du coup, ça c'est un token qu'on appelle primaire, un primitif, et des tokens spécifiques. Et donc le fait de faire ça, on va avoir d'un côté nos valeurs, nos couleurs écrites en dur quelque part, donc code hexadécimaux des couleurs, et on va avoir une autre palette qui va dépendre de cette première, qui va venir choper en fait des alias, des références à ces primitifs-là. Donc je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, tab background. En light, il est white, et en dark, il est azure 700. Et le switch se fait vraiment à ce niveau-là. Voilà. Au début, on avait une couleur qui s'appelait white. C'était quelque chose d'ultra générique, ça ne marchait pas trop. Maintenant, on a ça, c'est ultra spécifique, ça ne marche pas trop non plus, parce que le principe d'une variable, c'est qu'elle va être réutilisée. Si à chaque fois qu'on applique une couleur, on crée une nouvelle variable, ce n'est pas très efficace. Donc, pour faire ça, pour résoudre ce problème, on va ajouter un 3e niveau de token. Et avant de l'ajouter, on va faire encore une fois un petit détour par le site de Material. Donc ici, c'est Material Design 3. Ici, il nous explique, il y a une page qui s'appelle Color Roll, et donc il nous explique comment ils nomment leurs couleurs en fonction des rôles de la couleur. Donc, j'ai juste pris quelques petites captures d'écran pour expliquer un concept. Supposons qu'on a une couleur, du coup, primary, qui est violette. Et on va avoir une couleur on primary
qui va être blanche. Et pourquoi onPrimary? Parce que ça va être la couleur que je vais utiliser quand je vais écrire sur du primary. Par exemple, si j'ai un bouton en primary et que du coup j'ai un label sur le bouton, bah, mon label il va être onPrimary. Pareil, si j'avais une icône, hein, c'est le même principe. Donc là aussi, on avait primary container et onPrimary container, donc c'est d'autres couleurs. Et puis voilà, quand j'écris dessus, j'utilise la couleur. On peut faire ça pour différentes couleurs de l'application. Donc si j'ai une secondary, une tertiary, si j'ai une couleur d'erreur. On peut avoir des surfaces aussi. Donc une surface, ça peut être une card. Donc sur ma carte qui va être blanche, je vais écrire en on surface en noir. Vous allez me dire, ouais, mais si je veux écrire le titre en noir et le sous-titre en gris et le body en gris, bah, là par exemple, Google, ils ont appelé ça on surface variant. Bon, pourquoi pas, moi j'utilise on surface light en général. Enfin, on s'en fout un peu du nommage au final. Ce que je retiens, c'est le principe. Et pareil pour les différentes surfaces, comme on a vu tout à l'heure dans le dark theme, qui sont plus ou moins lumineuses. Bah là, ils appellent ça surface container, low, lowest, high, highest. Puis après, bah, on peut faire du surface container, etc. Voilà. Donc si on revient à notre exemple, on avait des primitive tokens, donc white, qui répond à la question quoi, c'est du blanc, et des components spécifiques qui répondent à la question où. C'est utilisé où? Bah, c'est utilisé sur le background de la table ou sur le texte qui est sur la page d'accueil. Moi, je vais rajouter un truc au milieu qui s'appelle le semantic token et qui répond à la question pourquoi. Pourquoi ce texte il est blanc? Bah, en fait, il est blanc parce qu'il est écrit sur du bleu. C'est le principe de ma charte graphique, c'est quand j'ai un truc bleu, c'est ma couleur principale, dessus j'écris en blanc. Du coup, pourquoi il est blanc? Bah, parce qu'il est on primary. Et pourquoi au-dessus c'est blanc? Bah, parce que c'est une surface. Les surfaces sur mon site, elles sont blanches. Donc voilà, c'est une surface, c'est blanc. Et bah, l'avantage de faire ça, déjà, un des premiers avantages, c'est qu'on peut virer le truc d'après. Ça devient optionnel. Parce que, bah oui, ça n'a pas de sens de lui donner un nom, c'est pas un composant. C'est même pas un composant. Donc en fait, on peut juste dire que ça, c'est on primary. Mais ça, on peut le garder. Ça peut être intéressant. Parce que bah, peut-être que ma table, elle aura des variantes. Ils ont des arrondis différents. Peut-être que dans le code, c'est deux composants, ou c'est un composant qui a une variante. Peut-être que tab background, c'est une variable qui va être utilisée à plusieurs endroits et que j'ai envie de factoriser ça. Donc, bah, je vais garder mon token de component spécifique. Et donc là, on a réussi à bien nommer nos éléments, en fait. On a bien notre switch entre notre light et notre dark. Et du coup, on est content. Voilà. Alors, on est content, mais pas que. Hein, on est aussi robuste et évolutif. Si un jour, on veut ajouter une nouvelle couleur, on crée un nouveau token, on crée ces différentes dépendances entre les tokens. Et puis, le jour où vous changez de charte graphique, bah, vous changez les couleurs à un seul endroit. Et donc ça, je vous le montre. Donc pour résumer, côté design, on va avoir notre palette en brut, en dur directement avec nos petits noms, nos noms significatifs. Ensuite, on rajoute du contexte avec nos sémantiques. C'est ici qu'on va faire notre switch entre notre light et notre dark. Donc on retrouve. Alors j'ai finalement renommé mon white en coconut. Hein. Et du coup, on va retrouver ce niveau d'alias. Et après, on a un troisième niveau d'alias, donc une dépendance avec les composants spécifiques. Et là, on retrouve nos sémantiques, un background, il est là, surface low, etc. Et donc, maintenant, côté code, à quoi ça ressemble? Donc, je vais ouvrir mon IDE, enfin mon éditeur de code. Là, je suis dans une appli React, mais on s'en fout, hein, on va enlever ce qui ne nous intéresse pas. Et on va se concentrer sur la partie style. Donc, notre dossier de style ici, on voit qu'on a du sémantique, du primitive, du component. Et donc, dans notre primitive.css, on va retrouver à la racine de notre fichier CSS tous nos primitives, nos gris teintés, nos azures, notre coconut. C'est ici aussi qu'on définit les autres tokens, donc qui ne sont pas des couleurs, nos font size, les propriétés de font, les spacing, etc. Et enfin, du coup, dans sémantique, on retrouve nos on background, nos background, surface, on surface, donc ce que vous a expliqué Simon avec plus de contexte, deuxième niveau de token, et on les voit, ils dépendent de nos coconuts, de nos azures, donc de nos primitives. C'est dans ce même dossier-là, dans ce même fichier-là plutôt, qu'on va définir notre dark theme. Donc là, on a quelque chose, on a un attribut HTML qu'on va venir appliquer à la racine de notre HTML, hein, dans notre HTML ou même dans notre body. Donc ça, c'est le switch qui sera déclaré dans un autre fichier, hein, dans un composant dédié pour faire ce switch-là. Et donc, du coup, on retrouve nos background, on-background, et c'est les valeurs qui sont à droite, là, nos primitifs qui changent.
Donc, si je fais avant, après, hop, hop, on voit que ça change, mais pas ces parties-là. Et maintenant, au niveau de nos composants, donc là, j'ai pris mon tab. À la racine de mon tab, bah, je vais avoir mes components spécifiques token, tab background hover, que je viens appliquer dans mes classes. Hein. Background color, bah, c'est mon tab background qui est là, color, etc. Bon, ça, c'est d'autres tokens. Et là, j'ai mon hover. Donc, au hover, bah, j'ai mon tab background hover. Alors, on vous a dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé d'avoir ces composants spécifiques tokens. C'est ce que j'ai fait donc, pour le bouton. Pour mon bouton, bah, j'ai appliqué directement mes sémantiques. Ici, on retrouve mes variations de boutons, donc mon primary, mon secondary. Donc la couleur change hein, et j'applique directement mes sémantiques, secondary, on secondary, primary, on primary, etc. Et donc dernière chose, on n'oublie pas dans notre app.tsx, donc notre fonction principale, d'importer nos CSS dans l'ordre, donc primitive en premier, sémantique qui dépend de primitive, et nos composants spécifiques. Voilà, c'est tout pour nous à ce niveau-là. Si vous avez des questions. Il reste 8 minutes 21. Ouais, on va juste répéter ta question pour le record. La question, c'est peut-être que le fait que les gens sont habitués sur du papier, ça influe le fait que, au final, la lisibilité est meilleure sur du l'item en numérique. Je ne sais pas, clairement. Après, ça devrait être un avantage. Ouais, je sais pas. Naïvement, j'aurais tendance à dire que pas forcément, mais en vrai, j'aurais pas à dire. Ça comprend une grande partie de participants pour éviter de biaiser. Non, mais c'est on est tous habitués à lire sur du papier, donc effectivement, si tu après lis sur un truc qui ressemble à du papier sur un écran, tu pourrais avoir plus de facilité, alors que le noir, tu connais pas quoi. Donc, je saurais pas dire. Ouais. Ouais. Je vais revenir à la partie d'avant. Hein. En termes d'accessibilité, tu veux dire? Ah ouais. Ouais. Donc là. Donc la question, c'est pourquoi là, il n'y a pas de bordure et pourquoi là, on a mis un tour au truc. Je crois que c'est juste fait pour uniformiser. Après là, si je peux argumenter, là, les textes en couleur, que l'information soit portée uniquement par la couleur, typiquement c'est pas accessible parce que quand ça marche pas. Du coup, là, je trouve ça plus visible comme tag. Voilà. Mais pour l'exemple, c'était ouais, je crois que j'ai uniformisé, un truc comme il n'y a pas une grande préférence derrière, mais je pense que j'aurais fait ça. Non, c'était vraiment pour. Ouais. Comment c'est calculé? J'ai pas entendu la fin. Ouais. Donc la question, c'est comment on calcule le ratio de contraste entre deux couleurs. Je te laisse répondre. Alors c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que nous on a tendance à claquer les codes hexadécimaux directement dedans et hop on a le ratio. Non, derrière, je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment c'est calculé. C'est expliqué en tout cas sur WCAG, c'est un gros pâté, une grosse doc.
Eh ben, parfait. En fait, un ratio de couleur, c'est de 1 à 21. Sachant que 1 à 21, ça va être du noir sur du blanc ou du blanc sur du noir. Et en fait, plus tu vas réduire ce ratio, plus les couleurs vont être moins contrastées les unes sur les autres. Et donc, effectivement, en WCAG, on vise le AA ou le triple A, et tu vises du 4,51 sur du 1. Mais c'est simplement, en fait, Ah, mince, comment on dit ça rapidement. Ouais, normalement, c'est du 1 sur 21, et puis bah, après, tu abaisses petit à petit, petit à petit. Et c'est simplement la visibilité par rapport aux personnes. Alors, le double A ne prend pas en compte les personnes daltoniennes, et le triple A le prend. Ta question, c'était comment le calculer ou c'est ça? Une formule mathématique, tu veux dire? Bah, en fait, il y a plein d'outils en ligne qui permettent de rentrer les deux codes, quoi. Mais après, comment coder l'outil, je n'en sais pas. Ouais. Ça, en tout cas, pour moi, c'est expliqué. Oui, ça doit être CAG en détail. Bon, ça, c'est une vraie grosse doc. Mais nous, ouais, c'est vrai que au quotidien, on ne le fait pas nous-mêmes à la main, en fait. Voilà. Forcément. Et bah, si vous avez plus de questions, merci pour votre attention.